Chapitre 1, La vie parfaite. Mark Callahan se tenait aux fenêtres de son appartement de Georgetown, à 2 pas de la mer, contemplant le fleuve Potomac couler sous la brume matinale. À 38 ans, il possédait cette intensité tranquille qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement dans les salles bondées. Son allure militaire était restée intacte malgré sa retraite officielle 5 ans plus tôt. Pourtant, son travail à la défense intelligence agency le maintenait attaché à ce monde d'une manière que sa femme ne comprendrait jamais. Les cafés refroidissaient. Melissa appela de la cuisine, sa voix portant cette mélodie qui l'avait captivée pour la première fois 12 ans plus tôt, lors d'une réception au département d'État. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de son vieux t-shirt militaire, ses cheveux auburn reflétant la lumière matinale. Même après toutes ces années, elle lui coupait encore le souffle. Mark avait rencontré Melissa Douglas alors qu'elle était une étoile montante du monde diplomatique. Brillante et ambitieuse, diplômée en droit de Georgetown et dotée de relations qui lui ouvraient des portes à Washington. Elle était tout ce qu'il n'était pas censé désirer. Polie, sophistiquée, née dans le genre de famille aisée qui passait ses étés dans les hantons et avait des sénateurs sur son téléphone. Mais lorsqu'elle l'avait abordé à cette réception, ignorant les colonels et les membres du Congrès pour lui demander son avis sur la politique au Moyen-Orient, il avait été complètement désarmé. Leur cours avait été un tourbillon d'instants volés entre ses déploiements. Elle avait patienté pendant 3 missions en Afghanistan, lui envoyant des colis et des lettres qu'il avait maintenues sain d'esprit dans les montagnes de l'Hindoukouche. Lorsqu'il l'avait demandé en mariage sur les marches du Lincoln Memorial, elle avait pleuré et avait dit oui avant qu'il ait pu terminer sa demande. Mark. La voix de Melissa le tira de sa rêverie. Tu me regardes encore comme ça. Il se tourna, lui adressant le sourire qui n'avait jamais vraiment atteint ses yeux depuis l'échec de sa dernière mission. Rien qu'en repensant au briefing Peterson d'aujourd'hui, l'expression de Melissa changea presque imperceptiblement. Mark l'aurait peut-être manqué s'il n'avait pas été entraîné à repérer les micro-expressions. Général Peterson, je croyais que vous en aviez terminé avec les opérations actives. Travail de consultant, répondit Mark en l'observant attentivement. Rien de dangereux, acquiesça-t-elle, mais ses doigts s'inquiétaient de l'alliance qu'elle portait à la main gauche, un indice qu'il avait répertorié avec des dizaines d'autres au fil des ans. Melissa cachait quelque chose. Et d'après son expérience, les secrets dans son domaine signifiaient généralement que quelqu'un était sur le point de mourir. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Brandon Dunlap, son ancien responsable et actuel agent de liaison avec la DIA. Réunion reportée à 14 heures. Apporter les dossiers syriens. Mark fronça les sourcils. L'opération syrienne était classée au-delà du top secret, impliquant des agents toujours actifs à Damas. Brandon savait qu'il valait mieux ne pas y faire référence dans des communications non sécurisées. Travail, demanda Melissa en se rapprochant de Reed par-dessus son épaule. Ouais. Mark rangea le téléphone rapidement. Trop vite, à en juger par la façon dont ses yeux se plissèrent légèrement. Brandon confirme simplement l'heure de notre rendez-vous. Une lueur traversa le visage de Melissa à la mention du nom de Brandon. Mark classa le téléphone avec un malaise croissant. En 12 ans de mariage, Melissa n'avait jamais manifesté d'intérêt particulier pour ses collègues, mais ces derniers temps, elle posait de plus en plus de questions sur Brandon. Brandon Dunlap, agent de renseignement de carrière diplômé de Princeton et réputé pour ses résultats, était l'homme de confiance de Mark depuis 6 ans. Il était tout ce que Mark n'était pas avenant, connecté, né dans le monde du renseignement grâce à un père qui avait dirigé des opérations dans le Berlin de la guerre froide. Mais il avait aussi soutenu Mark lors de certaines des opérations les plus tumultueuses que l'agence ait jamais menées. Et cela comptait. Je serai à la maison pour le dîner, dit Mark en embrassant le front de Melissa. Elle sentait le parfum de luxe et les secrets. Tandis qu'il rassemblait sa mallette et sa veste, l'esprit de Mark erra vers la liste croissante d'anomalies qu'il traquait. Des appels téléphoniques interrompus brutalement à son entrée. Des virées shopping prolongées sans sac à montrer. Un nouvel abonnement à la salle de sport dont elle n'avait jamais parlé. Les frais de carte de crédit dans des hôtels de la ville alors qu'elle était censée rendre visite à sa mère à Baltimore. En Afghanistan, on appelait cela la reconnaissance des schémas, la capacité à repérer les subtils changements précédant une embuscade. Les habitants qui évitaient le contact visuel, le chien qui n'aboyait pas, le bord de la route qui semblait perturbé, le mariage de Mark présentait tous les signes d'une embuscade imminente. Il s'arrêta à la porte, regardant Melissa qui faisait semblant de lire le journal du matin. « Melissa, ça va ?» Elle leva les yeux, surprise, entraînée. « Bien sûr, ma chérie.
Pourquoi demander ça? Sans raison. Le sourire de Mark était froid comme l'hiver à Kandahar. À ce soir. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Mark préparait déjà la guerre. Chapitre 2. La trahison du responsable. La planque du DI à l'anglais était un immeuble de bureau quelconque qui aurait pu abriter n'importe quel nombre de sous-traitants du gouvernement. Mark passa 3 contrôles de sécurité, ses identifiants ouvrant des portes qui restaient fermées à la plupart des services de renseignement. Les dossiers syriens étaient dans une mallette menottée à son poignet. Protocole standard pour les documents susceptibles de déclencher ou de mettre fin à des guerres. Brandon Dunlap attendait dans la salle de conférence C. Son sourire habituel et facile avait laissé place à un sourire plus affirmé. À 42 ans, Brandon se tenait toujours comme le joueur de crosse de Yale qu'il avait été. Mais son regard portait le poids de 2 décennies passées dans le renseignement. Aujourd'hui, il ne croisait pas celui de Mark. « Vous êtes en retard », dit Brandon sans lever les yeux du dossier confidentiel étalé sur la table. Circulation, Mark prit place en face de lui, remarquant le léger tremblement des mains de Brandon en tournant les pages. Qu'y a-t-il de si urgent en Syrie pour ne pas attendre notre débriefing prévu la semaine prochaine? Brandon leva enfin les yeux et Mark vit quelque chose qui le glaça. Dommage. Nous avons un problème, Mark. Un gros problème. La porte s'ouvrit derrière Mark et le général Alfonso Peterson entra, encadré par 2 policiers militaires. Peterson était une légende du renseignement militaire, un homme qui avait dirigé des opérations secrètes alors que Mark apprenait encore à se raser. Son visage buriné était sculpté dans le granit et ses yeux bleu pâle avaient scruté les agents ennemis de Moscou à Tror. Le général Mark dit en se levant, « Je ne vous attendais pas, asseyez-vous, colonel Callahan. » La voix de Peterson était d'une autorité absolue. « Il faut qu'on parle. » Mark resta debout. Dans sa vision périphérique, il pouvait voir les mains des députés posées nonchalamment sur leurs armes de poing. « J'ai pris ma retraite il y a 5 ans, monsieur. C'est juste monsieur maintenant. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. » Peterson prit place en bout de table, sans quitter des yeux le visage de Mark. « Aujourd'hui, vous êtes accusé de trahison, d'espionnage et de meurtre d'agents des services de renseignement américains. » Ces mots frappèrent Mark comme une rafale de tirs d'artillerie. Il attendait beaucoup de choses de cette réunion, mais pas de celle-ci. « Monsieur, je pense qu'il y a eu une erreur. » Pas d'erreur. La voix de Brandon était désormais ferme. L'incertitude avait disparu. Nous avons monté le dossier pendant des mois, Mark. Relevé bancaire, interception de communication, témoignage d'agents survivants à Damas. Vous avez trahi l'opération Nightfall au service secret syrien. 3 hommes de valeur sont morts à cause de vous. Mark en a analysé les implications à toute vitesse. L'opération Nightfall était une opération conjointe de la CIA visant à extraire un transfuge syrien de grande valeur possédant des renseignements sur des stocks d'armes chimiques. La mission a dérapé lorsque les forces syriennes ont frappé la planque avec une précision chirurgicale, tuant le transfuge et 2 agents de la CIA. Mark était le seul survivant sorti par une équipe d'opération spéciale après un échange de tirs à Damas. « Tu étais là, Brandon, » dit Mark doucement. « Tu sais ce qui s'est passé? Les renseignements ont été compromis avant même que je ne mette les pieds dans le pays. » Brandon glissa un dossier en papier craft sur la table. Des documents financiers montrant des paiements sur des comptes offshore. Des communications entre toi et des agents syriens. Tes propres rapports opérationnels falsifiés pour masquer les véritables paramètres de la mission. Mark ouvrit le dossier. Son œil exercé parcourut les documents. Les preuves étaient exhaustives, accablantes et complètement fabriquées. Mais c'était un travail professionnel. Quelqu'un ayant accès à des systèmes classifiés et une connaissance approfondie de ces opérations avait monté ce coup monté avec une précision chirurgicale. C'est Mark qui dit cela calmement. Et vous le savez, dit le général Peterson en se penchant. Le tribunal se réunit dans 3 jours. D'ici là, vous êtes confiné dans vos quartiers sous surveillance militaire. Vous aurez accès à un avocat, même si je doute que cela vous aide. Tribunal. La voix de Mark reste ferme malgré l'adrénaline qui le submerge. Je suis un civil maintenant, général. L'armée. Votre contrat avec la DIA comprend une clause vous soumettant à la justice militaire pour des questions de sécurité nationale, répondit Peterson. Vous l'avez signé il y a 5 ans, lorsque vous avez accepté de fournir des conseils sur des opérations actives. Votre femme a été témoin de la signature.
La mention de Melissa a glacé le sang de Mark. Le sourire de ma femme, Brandon, était presque désolé. Elle a été d'une grande aide dans notre enquête, Mark. Très coopérative. Tout s'est mis en place avec une clarté incroyable. Les appels téléphoniques, les réunions, la façon dont le regard de Melissa avait changé lorsque le nom de Brandon avait été mentionné. Sa femme n'avait pas seulement une liaison. Elle participait activement à sa destruction. Je veux voir les preuves contre moi, dit Mark. Toutes. Vous en aurez l'occasion au tribunal, répondit Peterson. Outre la possibilité d'entendre les témoignages, dont celui de votre femme, Mark sentit une vague de froid et de désespoir s'installer dans sa poitrine. En Afghanistan, il avait appris que la trahison prenait de nombreuses formes. Parfois, c'était le traducteur qui vous menait dans une embuscade. Parfois, c'était le fonctionnaire local qui vous vendait votre position. Les insurgés. Mais la trahison la plus profonde venait toujours de quelqu'un en qui on avait une confiance absolue. Alors que la police militaire s'avançait pour l'escorter, Mark prit une décision qui allait tout changer. Sa femme voulait jouer avec les opérations classifiées et les tribunaux militaires. Elle ignorait totalement à qui elle était réellement mariée. Le général Mark dit alors que les menottes claquaient autour de ses poignets. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur mon dossier de service. Peterson haussa un sourcil. Oh, interrogez Brandon sur l'opération Protocole Fantôme. Demandez-lui ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes près de Koble en 2018. Mark vit le visage de Brandon pâlir et sourit pour la première fois depuis des mois. La guerre ne faisait que commencer. Chapitre 3. La capture. Le centre de détention militaire de Fort Belvoir était bien loin des camps secrets où Mark avait opéré pendant ses années d'activité. Mais la psychologie était la même. Isolement, désorientation et érosion progressive de l'espoir. Sa cellule était propre, bien éclairée et parfaitement sécurisée. Les gardes étaient professionnels, courtois et absolument pas disposés à engager la conversation au-delà des bases. Nécessité. Mark était détenu depuis 48 heures lorsque son avocat commis d'office arriva. Le capitaine Susanna Baxter était jeune, sérieuse et visiblement dépassée par le caractère confidentiel de l'affaire. Elle était assise en face de lui dans la petite salle de conférence, séparée par une pile de dossiers expurgés comme un mur. « Je vais être honnête avec vous, monsieur Callahan, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Les preuves contre vous sont nombreuses. Mark étudia son visage, remarquant les cernes sous ses yeux et le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle ouvrit le premier dossier. Quelle ampleur! Des relevés financiers attestant de paiements totalisant plus de 2 millions de dollars sur des comptes aux îles Caïmans. Des interceptions de communication entre vous et des agents de renseignement syriens connus. Le témoignage de votre responsable et de votre épouse. Que leur a dit ma femme exactement? La voix de Mark resta calme, mais le capitaine Baxter tressaillit devant la précision glaciale de ses mots. Elle apporta la preuve de comportements inhabituels, d'absence inexpliquée et d'une connaissance d'opérations classifiées que vous lui auriez confiées, selon elle, en violation des protocoles de sécurité. Baxter se retourna. À travers des pages couvertes de marques de révision noires. Elle a également témoigné que vous aviez exprimé votre sympathie pour les positions du gouvernement syrien et critiqué l'intervention américaine dans la région. Mark faillit rire. Le témoignage de Melissa était un chef-d'œuvre de correction sélective, transformant des conversations privées sur les complexités de la politique moyen-orientale en preuve de trahison. Sa femme avait raté sa vocation d'écrivaine de fiction. Capitaine Baxter, depuis combien de temps pratiquez-vous le droit militaire? 3 ans, monsieur. Avez-vous déjà traité une affaire de trahison? Non, monsieur. Mark se renversa dans son fauteuil, observant la jeune avocate. Elle était suffisamment compétente, mais complètement dépassée, ce qui était exactement ce que quelqu'un recherchait. Dites-moi quelque chose, capitaine. Qui vous a assigné cette affaire? Le général Peterson a personnellement demandé que je sois désigné comme votre avocat. Intéressant. Et qui vous a informé des aspects classifiés des accusations? Le colonel Dunlap a fourni les briefings de sécurité et m'a aidé à comprendre le contexte opérationnel. Mark hocha lentement la tête. Brandon couvrait tous les angles, s'assurant que l'avocat de Mark ne reçoive que les informations nécessaires pour maintenir l'apparence d'une procédure régulière tout en garantissant que l'issue ne soit jamais compromise. Dans le doute. Capitaine, j'ai besoin que vous demandiez l'accès à l'intégralité de mon dossier militaire. Pas la version épurée qu'ils m'ont fournie, mais tout.
Il devrait y avoir un code d'autorité de classification commençant par GP, protocole fantôme. Baxter prit une note, mais son expression était sceptique. Monsieur Callahan, je vous préviens que toute tentative d'introduire des éléments classifiés comme preuve nécessitera l'approbation du général Peterson. Oui, je sais. Le sourire de Mark était dépourvu de chaleur, mais il demanda quand même. Faites-moi confiance. Ce soir-là, Mark était allongé sur sa couchette étroite, les yeux rivés au plafond, réfléchissant à des schémas. Dans le renseignement, tout se résumait à des schémas, comportementaux, opérationnels, financiers. Le schéma qui se dessinait autour de son affaire était à la fois sophistiqué et profondément personnel. Brandon avait accès à ses dossiers opérationnels, à ses dossiers financiers et à sa vie privée par l'intermédiaire de Melissa. Le coup monté nécessitait une connaissance intime des méthodes de Mark, de sa psychologie et de ses vulnérabilités. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui le taraudait comme un rêve à moitié oublié. L'opération en Syrie avait été compromise avant même d'avoir commencé. Le renseignement ce qui avait mené à l'attaque de la planque provenait d'une source que Mark n'avait jamais rencontrée, vérifiée par des canaux qu'il n'avait jamais utilisés. Mais quelqu'un s'était porté garant de ces renseignements. Quelqu'un avait insisté pour que l'opération se poursuive malgré les réserves de Mark quant au calendrier et à la fiabilité des cibles. Brandon Dunlap était cette personne. Mark ferma les yeux et laissa son esprit dériver vers Damas, au moment où les forces syriennes avaient encerclé la planque avec une précision tactique qui témoignait d'une connaissance interne. La transfuge, le docteur Nora Shah, une experte en armes chimiques demandant l'asile, était vivante à l'arrivée de Mark. Ses derniers mots avant le début de l'assaut avaient trait à un appel téléphonique qu'elle avait reçu le matin même. Quelqu'un l'avertissait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Américains. Quelqu'un l'avait appelé. Quelqu'un connaissant la sécurité opérationnelle américaine et ayant accès à ses coordonnées. Quelqu'un qui voulait l'échec de l'opération, mais qui avait besoin que Mark soit vivant pour en assumer la responsabilité. Mark ouvrit les yeux, la compréhension le submergeant comme de l'eau glacée. Il ne s'agissait pas de Syrie. Il ne s'agissait même pas de trahison. Il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus personnel. Il s'agissait du protocole fantôme et ce que Mark avait découvert dans ces montagnes près de Câble 7 ans plus tôt. Le tribunal devait commencer dans 18 heures. Mark avait 18 heures pour trouver comment jouer la seule carte qui lui restait. Une carte si dangereuse que même y penser au mauvais moment pouvait lui coûter la vie. Mais alors qu'il s'endormait, Mark Callahan sourit. Ses ennemis avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé qu'il était le même homme qui avait quitté l'Afghanistan 7 ans plus tôt. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. Chapitre 4. Le tribunal commence. La salle d'audience militaire de Fort Belvoir était un exemple d'intimidation contrôlée. 3 officiers supérieurs étaient assis derrière un banc surélevé, leurs uniformes ornés de rubans témoignant de décennies de service. Le général Alfonso Peterson occupait la position centrale, flanqué du colonel Mario Weeks et du lieutenant-colonel Stacy Duncan. La galerie était vide, à l'exception d'une poignée d'observateurs disposant d'habilitations de sécurité supérieures à celles de la plupart des membres du cabinet. Mark entra menotté, son uniforme de détention orange contrastant fortement avec la formalité militaire qui l'entourait. Le capitaine Baxter marchait à ses côtés, le visage pâle. La charge d'une affaire, elle le savait clairement, dépassait ses capacités. Alors qu'il prenait place à la table de la défense, Mark parcourut la salle du regard, cataloguant les visages et notant la présence de 2 personnes qui n'auraient pas dû être là. Melissa était assise au premier rang de la galerie, son tailleur noir, classique et approprié pour une épouse en deuil. Elle avait retouché ses cheveux, les avait lissés, tirés en arrière avec sévérité, ce qui lui donnait un air plus âgé et plus sérieux. La femme qui jouait sur sa corde sensible depuis 12 ans avait disparu, remplacée par une personne que Mark commençait à peine à reconnaître. Brandon Dunlap était assis 3 rangs derrière elle, ses qualifications lui permettant d'accéder à la fois comme témoin et comme enquêteur. Il portait sa tenue de cérémonie, les rubans sur la poitrine, une démonstration calculée de service patriotique. Mais Mark remarqua le léger tremblement de ses mains, la façon dont son regard parcourait la salle comme un homme qui s'attend à une embuscade. « Levez-vous » ordonna le bailli. « Ce tribunal est en séance. » Le général Peterson présidait. La voix de Peterson se coupa. À travers la formalité comme une lame. Ce tribunal est convoqué en vertu du Code uniforme de justice militaire pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de Mark Callahan, ancien colonel de l'armée américaine, accusé de trahison,
d'espionnage et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Le procureur, le major Jeff Doyle, était un avocat militaire de carrière, réputé pour ne jamais perdre une affaire impliquant la sécurité nationale. Il se tenait debout avec la confiance d'un homme qui a toutes les cartes en main. Votre honneur, les États-Unis prouveront que l'accusé a systématiquement trahi son pays, son service et ses camarades soldats pour son profit personnel. Nous démontrerons, par des documents financiers, des communications interceptées et des témoignages oculaires, que Mark Callahan a vendu des renseignements classifiés à des agents du gouvernement syrien, entraînant directement la mort d'agents du renseignement américain. Mark a écouté la déclaration d'ouverture avec un détachement professionnel. Doyle était compétent. Il a brossé un tableau de cupidité et de trahison qui a trouvé un écho auprès des officiers militaires chargés du procès. Mais le récit présentait des lacunes, des moments où la chronologie ne collait pas tout à fait. Capitaine, l'introduction de Baxter fut brève et défensive, arguant que les preuves étaient circonstancielles et que les états de service distingués de Mark devaient peser contre les accusations. C'était un avocat compétent, mais Mark voyait bien, à l'expression des membres du tribunal, que cela ne suffirait pas. L'accusation appelle le colonel Brandon Dunlap, annonça le major Doyle. Brandon se leva et se dirigea vers la barre des témoins avec une attitude militaire, mais Mark remarqua un léger contretemps dans sa démarche, le même signe avant-coureur qu'il avait affiché avant les difficiles opérations en Afghanistan. Lors de la prestation de serment de Brandon, Mark prit une décision qui allait soit lui sauver la vie, soit y mettre fin. Il se pencha vers le capitaine Baxter. Quand ce sera notre tour de contre-interroger, interrogez-le sur l'opération Protocole Fantôme. Monsieur Callahan, vous n'avez pas été autorisé à discuter. Croyez-moi, murmura Mark en l'interrogeant sur les montagnes près de Cable. Octobre 2018. L'interrogatoire principal de Brandon fut un chef-d'œuvre de témoignages minutieux. Il expliqua l'accès de Mark à des renseignements classifiés, son autorité opérationnelle et les comportements suspects qui avaient déclenché l'enquête. Sa voix était immuable. Ses réponses étaient précises et sa douleur de devoir témoigner contre un ancien collègue semblait sincère. Colonel Dunlap, poursuivit le major Doyle. L'accusé a-t-il jamais exprimé une quelconque sympathie pour les positions du gouvernement syrien? À plusieurs reprises, oui. Il a remis en question la pertinence de l'intervention américaine dans le conflit syrien et exprimé des inquiétudes quant à nos sources de renseignements à Damas. Selon votre avis professionnel, ces expressions vous ont-elles préoccupé? La pause de Brandon était parfaitement opportune. À l'époque, je les avais attribuées au stress opérationnel. Avec le recul, je pense qu'elles indiquaient un changement idéologique plus profond qui aurait pu le rendre vulnérable au recrutement ennemi. Mark observait Melissa pendant le témoignage de Brandon, remarquant la façon dont elle ne quittait pas la barre des témoins. Il y avait quelque chose dans son expression, pas seulement l'attention d'une épouse inquiète, mais l'intensité concentrée de quelqu'un qui s'investit personnellement dans l'issue du procès. Lorsque le major Doyle eut terminé son interrogatoire principal, le capitaine Baxter se leva pour le contre-interrogatoire. Mark vit ses mains trembler en s'approchant de la barre des témoins. Colonel Dunlap, depuis combien de temps connaissez-vous ma cliente? Environ 8 ans, tous les deux. Durant son service actif et son activité de consultant ultérieure. Et durant cette période, le décririez-vous comme un Américain patriote? Absolument. Les états de service de Mark Callahan parlent d'eux-mêmes. Alors, aidez-moi à comprendre, colonel. Si mon client était un patriote aussi dévoué pendant les 7 premières années où vous l'avez connu, qu'est-ce qui a changé au cours de l'année écoulée pour le transformer en traître? Le sang-froid de Brandon vacilla un instant. Comme je l'ai témoigné, je crois qu'il y a eu un changement idéologique progressif. Un changement progressif? Le capitaine Baxter l'interrompit. Ou une découverte soudaine qui a tout changé. Le major Doyle était debout. Objection, votre honneur. Appel à la spéculation. Soutenu. Le général Peterson statua, mais Mark remarqua l'étincelle d'intérêt dans le regard du général. Le capitaine Baxter insista. Colonel Dunlap, connaissez-vous l'opération Protocole Fantôme? La question frappa Brandon comme un coup de poing. Son sang-froid se brisa complètement, et pendant un instant, le calme de l'officier de renseignement laissa place à une expression féroce et désespérée. Je ne suis pas autorisé à discuter d'opérations classifiées, dit-il, mais sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Votre honneur, poursuivit le capitaine Baxter, je demande que le colonel Dunlap soit contraint de répondre à des questions concernant l'opération Protocole Fantôme, car elle est directement liée aux accusations portées contre mon client.
Le regard du général Peterson passa de Brandon à Mark, et Mark vit la reconnaissance se dessiner sur le visage du vieux soldat. Peterson connaissait le protocole fantôme. Il savait ce qui s'était passé dans ces montagnes près de Cable. Ce tribunal suspend ses audiences pour 2 heures, annonça Peterson, sa voix tranchant la tension comme l'acier. Toutes les parties resteront disponibles pour un rappel immédiat. Alors que la salle se vidait, Mark croisa le regard de Brandon de l'autre côté de la salle. Le visage de son ancien responsable était blanc de terreur, et Mark savait que le véritable procès allait commencer. L'enveloppe dans la cellule de Mark l'attendait. Chapitre 5. Le témoignage de l'épouse. Lorsque le tribunal reprit ses travaux, l'atmosphère avait subtilement changé, mais indéniablement. L'attitude du général Peterson était plus dure, plus concentrée, et Mark remarqua la présence de personnel de sécurité supplémentaire dans la salle d'audience. Les conversations qui avaient eu lieu pendant la suspension des audiences avaient. Le dénouement de la procédure a été modifié. L'accusation appelle Melissa Callahan, annonça le major Doyle. Mark regarda son épouse, mariée depuis 12 ans, se diriger vers la barre des témoins avec l'assurance qu'elle avait cultivée dans les cercles diplomatiques. Son tailleur noir était impeccable, son maquillage subtil mais parfait, et son expression exprimait un juste mélange de tristesse et de détermination. Elle jouait le rôle de l'épouse trahie, contrainte de témoigner contre son mari traître, et elle le jouait parfaitement. Lors de sa prestation de serment, le regard de Melissa croisa celui de Mark pour la première fois depuis son arrestation. Ce qu'il y vit confirma ses pires soupçons. Il n'y avait aucune douleur, aucun regret, aucune trace de la femme qui avait promis de l'aimer dans la maladie. Comme dans la santé. Il n'y avait que de la froideur et la satisfaction d'un plan qui se mettait en place. Madame Callahan, commença le major Doyle. Cela doit être très difficile pour vous. Ça l'est, répondit Melissa, la voix imprégnée d'émotion. Mais j'ai un devoir envers mon pays qui prime sur mes sentiments personnels. Veuillez informer le tribunal de tout comportement inhabituel que vous auriez observé chez votre mari au cours des dernières années. L'année dernière, le témoignage de Melissa était d'une précision accablante. Elle a décrit des appels téléphoniques nocturnes effectués en arabe chuchoté, des absences inexpliquées et des sautes d'humeur suggérant un stress psychologique. Elle a témoigné de la découverte d'appareils de communication cryptés cachés chez eux et de relevés financiers de comptes dont elle ignorait l'existence. Mais c'est son témoignage sur les prétendues sympathies politiques de Mark qui l'a le plus profondément blessé. Il a commencé à exprimer sa sympathie pour la position du gouvernement syrien. Elle a dit d'une voix ferme et assurée. Il a soutenu que l'intervention américaine déstabilisait la région et que nos opérations de renseignement causaient plus de tort que de bien. Lorsque je l'ai interrogé à ce sujet, il s'est mis en colère et m'a accusé de ne pas comprendre la complexité de la situation. Vous a-t-il déjà communiqué des informations classifiées? Oui. Il m'a parlé d'opérations planifiées, de sources de renseignement et d'évaluation tactique. Au début, j'ai pensé qu'il évacuait simplement son stress professionnel, mais le niveau de détail est devenu inquiétant. Mark écoutait sa femme démanteler systématiquement sa vie avec une admiration professionnelle. Chaque mot était calculé, chaque pause parfaitement chronométrée. Elle ne témoignait pas seulement contre vous. Elle se produisait devant un public qui dépassait largement la salle d'audience. Madame Callahan, poursuivit le major Doyle, quand avez-vous été suffisamment inquiète pour contacter les autorités? Il y a 3 mois, je l'ai entendu au téléphone parler arabe à quelqu'un qui l'appelait Damas. Il discutait de rémunération pour services rendus et mentionnait des renseignements précis sur les opérations américaines. Le mensonge était si lisse, si crédible que Mark fut impressionné. Malgré tout, Melissa avait élaboré un récit impossible à réfuter sans révéler des détails opérationnels classifiés, et elle s'était présentée comme l'épouse patriote qui avait choisi la patrie plutôt que le mariage. Lorsque le major Doyle eut terminé son interrogatoire principal, le capitaine Baxter s'approcha du témoin avec une réticence évidente. Contre-interroger l'épouse de l'accusé était toujours une affaire délicate, mais dans une affaire de trahison, c'était potentiellement un suicide professionnel. Madame Callahan, vous êtes mariée à mon client depuis 12 ans, n'est-ce pas? Oui. Et pendant les 11 premières années de ce mariage, le décririez-vous comme un mari aimant et fidèle? La pause de Melissa était calculée. Il était souvent absent pour son travail. Mais oui, je le croyais fidèle. Vous le croyez fidèle, répéta le capitaine Baxter. Mais vous n'y croyez plus. J'ai appris que les gens ne sont pas toujours ceux qu'on croit. En effet. Madame Callahan, avez-vous une liaison avec le colonel Brandon Dunlap?
La question a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le major Doyle s'est levé d'un bond pour protester, mais le mal était fait. Le sang-froid de Melissa s'est brisé un instant, révélant une expression crue et désespérée. C'est totalement inapproprié, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu son assurance d'antan. Vraiment, a insisté le capitaine Baxter. Car je trouve intéressant que vous ayez contacté les autorités peu après la nomination du colonel Dunlap comme enquêteur sur cette affaire. Je trouve intéressant que vous ayez été vu entrant et sortant de son immeuble à de nombreuses reprises, et je trouve particulièrement intéressant que votre témoignage concorde presque mot pour mot avec son rapport d'enquête. Votre honneur, le major Doyle l'a interrompu. Le conseil porte des accusations sans fondement. Le général Peterson a statué, mais Mark a vu quelque chose de nouveau dans l'expression du général. Le doute. Le capitaine Baxter a changé de tactique. Madame Callahan, vous avez mentionné avoir trouvé des dispositifs de communication cryptés à votre domicile. Avez-vous signalé ces découvertes au FBI? Je les ai signalées au colonel Dunlap. Pas au FBI, et non la police locale, s'adressait spécifiquement au colonel Dunlap. Il était l'autorité compétente pour. C'était votre amant, dit le capitaine Baxter d'un ton neutre. Et ensemble, vous avez monté toute cette affaire pour détruire mon client. L'objection fut rapide, mais Mark comprit que le doute avait été semé. Plus important encore, il vit le masque de Melissa tomber complètement l'espace d'un instant, révélant la fureur froide qui se cachait sous lui. Alors que sa femme quittait la barre des témoins, Mark fit ses derniers calculs. Le tribunal se réunirait demain pour les plaidoiries finales, mais la véritable décision serait prise ce soir en chambre du conseil, lorsque le général Peterson examinerait les dossiers classifiés qui détermineraient le sort de Mark. Il était temps de jouer sa dernière carte. Ce soir-là, Mark demanda une audience immédiate avec le général Peterson. Le vieux soldat arriva seul au centre de détention, le visage grave sous le poids de secrets qui pourraient remodeler la communauté du renseignement. « Vous vouliez me voir, colonel ? Il s'agit du protocole fantôme, général, et de ce que j'ai découvert dans ces montagnes près de Coble. » L'expression de Peterson resta inchangée, mais Mark remarqua le léger serrement de ses yeux. « Je vous écoute. » Mark tira. Il sortit une enveloppe qu'il avait cachée dans sa cellule pendant 3 jours, scellée à la cire et marquée de codes de classification qui firent pâlir Peterson. « Tout ce que vous devez savoir est là, monsieur. Sur le protocole fantôme, sur ce que Brandon Dunlap a réellement fait en Afghanistan et sur les raisons pour lesquelles ma femme l'aide à dissimuler l'affaire. » Lorsque Peterson ouvrit l'enveloppe, Mark sourit pour la première fois depuis son arrestation. Demain, la situation s'inverserait. Demain, ses ennemis apprendraient que Mark Callahan jouait un jeu plus long que quiconque ne l'imaginait. La guerre était sur le point de se terminer, et Mark Callahan n'avait jamais perdu de guerre. Chapitre 6, la révélation. Le général Alfonso Peterson entra dans la salle d'audience le lendemain matin avec l'allure d'un homme qui avait vu le visage de la trahison et l'avait trouvé portant un masque amical. Ses traits burinés étaient sculptés dans le granit, et ses yeux bleu pâle exprimaient la fureur froide d'un soldat trahi par ses propres rangs. L'enveloppe scellée de Marcel reposait sur le banc du tribunal comme une ordonnance non explosée. Ce tribunal se réunira. La voix de Peterson a traversé l'immobilité du matin. Avant de procéder à des arguments de clôture, le tribunal a reçu de nouvelles preuves qui nécessitent une considération immédiate. Le major Doyle se déplaça inconfortablement sur son siège. Le capitaine Baxter avait l'air confus mais plein d'espoir. Dans la galerie, le sang-froid parfait de Melissa Callahan a commencé à se fissurer en ressentant le changement de pression atmosphérique qui a précédé une tempête. Brandon Dunlap était assis rigide sur sa chaise, son uniforme robe se sentant soudainement comme un nœud coulant autour de son cou. Il avait passé la nuit à regarder son plafond, se demandant ce que Mark aurait pu se cacher qui importait maintenant. Le cadre était parfait, les preuves écrasantes. Il n'y avait aucun moyen de sortir du piège qu'ils avaient si soigneusement construit. Le colonel Dunlap, la voix du général Peterson a porté l'autorité de 3 décennies en renseignement militaire. Veuillez retourner au stand du témoin. Brandon se leva sur des jambes instables, son esprit court à travers des possibilités. L'opération de protocole fantôme a été enterrée si profondément que même l'accès aux fichiers nécessitait une autorisation présidentielle. Il n'y avait aucun moyen que Mark puisse avoir. Colonel Dunlap, vous êtes toujours sous serment, lui a rappelé Peterson. Moi vous voulez que vous écoutiez très attentivement ma prochaine question car votre vie peut dépendre de votre réponse.
La salle d'audience est restée silencieuse à l'exception du bourdonnement subtil d'équipements d'enregistrement et de la respiration rapide d'un homme confronté à sa propre mortalité. Le 15 octobre 2018, dans les montagnes à l'extérieur de Kabul, en Afghanistan, pendant l'opération Ghost Protocol, avez-vous assassiné l'agent de la CIA 3 Rodriguez et volé des renseignements classifiés d'une valeur de plus de 50 millions de dollars? La question a frappé Brandon comme des tireurs d'élite. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau alors que les implications s'écrasaient à travers sa conscience. Le gaz de Melissa de la galerie était audible dans le silence mortel. Je suis classé au-delà. Répondez à la question, colonel. Les yeux de Brandon se précipitèrent dans la salle d'audience, à la recherche d'itinéraires d'évasion qui n'existaient pas. Sa façade soigneusement construite s'effondrait en temps réel, révélant le criminel désespéré en dessous. Général, j'invoque mes droits. Vous n'avez aucun droit. La voix de Peterson était l'arctique. Plus maintenant. Le général a ouvert l'enveloppe de Mark et a retiré une seule photographie, le tenant pour la salle d'audience. Il a montré Brandon Dunlap se tenant au-dessus d'un corps dans les montagnes afghanes, un pistolet fumant à la main et une mallette de documents classifiés à ses pieds. Cette photographie a été prise par un drone exploité par le défendeur, le colonel Mark Callahan, qui mène une surveillance sur ce qu'il croyait être un transfert de renseignements de routine. Au lieu de cela, il vous a vu exécuter un agent de la CIA et voler des documents contenant l'identité de chaque actif américain en Asie du Sud. Le sang-froid de Brandon s'est finalement complètement brisé. Vous ne comprenez pas, Rodriguez allait tout exposer. L'argent, les opérations, l'argent, a répété Peterson. Vous voulez dire les 50 millions de dollars de fonds introuvables qui devaient être utilisés pour acheter des renseignements auprès de sources pakistanaises. Ce n'était pas censé se produire comme ça. Brandon criait maintenant, sa voix faisant écho au mur de la salle d'audience. Rodriguez est devenu gourmand. Il voulait une plus grande coupe. Je n'avais pas le choix. Dans la galerie, Melissa Callahan réalisait lentement que sa vie soigneusement planifiée se désintégrait sous ses yeux. L'homme pour lequel elle a trahi son mari, l'homme qu'elle avait aidé à encadrer pour la trahison, avouait le meurtre et le vol à une échelle qui remodèlerait les opérations de renseignement américains. Madame Callahan, l'attention du général Peterson, s'est tournée vers la galerie. Veuillez aborder le banc. Melissa se leva sur des jambes tremblantes. Ses diplomates formant la seule chose qui la gardait droite. Alors qu'elle s'approchait du tribunal, Peterson a retiré un autre document de l'enveloppe de Mark. Il s'agit d'une confession signée observée et n'autorise les détails de votre connaissance des crimes du colonel Dunlap et de votre participation au cadrage de votre mari pour couvrir ces crimes. C'est impossible, murmura Melissa. Je n'ai jamais signé. Vous l'avez signé hier soir, a répondu Peterson calmement. Lors de votre rencontre avec le colonel Dunlap au Marriott Downtown, la réunion où vous avez discuté de fuyant le pays si ce tribunal ne se rendait pas comme prévu, Mark a regardé le cycle du visage de sa femme à travers la confusion, la peur et enfin l'horreur alors qu'elle réalisait qu'elle avait été surpassée par les forces qu'elle n'a jamais sous-estimées. La femme qui pensait manipuler les renseignements militaires avait été manipulée elle-même. Le défendeur, Mark Callahan, a opéré sous deep couverture des 7 dernières années. Peterson, sa voix portant dans tous les coins de la salle d'audience silencieuse. Sa mission était d'identifier et de neutraliser la taupe qui avait compromis l'opération Ghost Protocol et les matériaux classifiés volés d'une valeur suffisante pour les opérations de renseignement américains dans le monde. Brandon Dunlap s'est effondré sur la chaise des témoins comme une marionnette avec des cordes coupées. Sa carrière, sa réputation, sa liberté, tout avait disparu en quelques minutes. Chaque dossier financier, chaque interception de communication, chaque élément de preuve présenté contre le colonel Callahan a été fabriqué dans le cadre d'une opération de piqûre élaborée conçue pour forcer les vrais traîtres à se révéler. Le regard de Peterson a déménagé à Mark, et pour la première fois depuis des jours, le vieux général a souri. Colonel Callahan, veuillez approcher le banc. Mark Rose, son uniforme de détention orange ressemblant soudainement au costume qu'il avait toujours été. Alors qu'il avançait, les gardes armés se sont déplacés pour entourer Brandon et Melissa, mais ils n'ont pas besoin de se soucier. Les deux étaient trop brisés pour courir. Les accusations contre vous sont licenciées, a annoncé Peterson. Et au nom des États-Unis d'Amérique, je vous remercie pour votre service en Opération Lazarus. Opération Lazare. Mark a presque souri au nom de code qu'il avait choisi il y a des années. L'opération où un mort se levait à nouveau pour rendre justice à ceux qui avaient trahi tout ce qu'ils avaient juré pour protéger.
Alors que les gardes plaçaient des menottes sur Brandon Dunlap et Melissa Callahan, Mark a senti quelque chose de froid et de final se déposer dans sa poitrine. La mission était terminée, mais la guerre commençait à peine. Sa femme le regarda à travers la salle d'audience avec une purenne dans les yeux. « Tu es salaud, murmura-t-elle. Vous me laissez penser que vous étiez faible. Vous m'avez laissé croire que je gagnais. » Le sourire de Mark n'a pas eu de chaleur, pas de pardon, aucune trace de l'homme qu'il avait une fois assez aimé pour mourir pour elle. « Je vous laisse vous accrocher, a-t-il répondu. Et maintenant vous allez payer pour cela, vous avez tous deux commencé à planifier la phase 2 de sa vengeance. La destruction, complète et totale. La planification, la surveillance et la manipulation conçues pour piéger le traître le plus dangereux de l'histoire du renseignement américain. Dès le début, a déclaré Peterson, versant du café à partir d'un service d'argent qui a parlé de l'attention personnelle du général à ce débriefing. Depuis combien de temps avez-vous connu? Mark a accepté le café, notant distraitement qu'il était parfaitement préparé, noir, pas de sucre, exactement comme il préférait. Peterson avait planifié cette conversation depuis longtemps. Câble. L'agent 3 Rodriguez était censé recevoir 50 millions de fonds introuvables provenant de sources de renseignement pakistanaises. Au lieu de cela, j'ai regardé Brandon Dunlap mettre 2 balles dans la tête de Rodriguez et repartir avec l'argent. Et vous ne l'avez pas signalé immédiatement parce que Brandon était mon gestionnaire. Il avait accès à tous les aspects de mes opérations, mes communications, mes dossiers de personnel. Si j'avais traversé des canaux normaux, j'aurais été mort en quelques heures. Peterson hocha la tête sombrement. La communauté du renseignement était un petit monde, et la loyauté a couru plus profondément que le protocole. La trahison d'un gestionnaire a été la violation ultime de la confiance. Alors tu as devenu sombre, a continué Peterson. Officiellement à la retraite, a maintenu votre contrat de consultation et a commencé à construire une affaire. J'ai commencé à construire un piège. La correction de Mark était précise. La construction d'un cas aurait exigé des preuves que Brandon pourrait détruire ou discréditer. Construire un piège a nécessité de lui faire croire qu'il gagnait pendant que je rassemblais tout ce dont j'avais besoin pour le détruire complètement. Et ta femme? La question portait du poids au-delà de ces mots simples. Peterson demandait plus que la participation de Melissa dans le cadre. Il demandait le coût humain de la tromperie de 7 ans de Mark. Je soupçonnais son implication environ 6 mois après l'incident de l'Afghanistan, a répondu Mark, sa voix dépourvue d'émotion. Elle posait trop de questions sur mon travail, montrant de l'intérêt pour les opérations dont elle ne se souciait jamais auparavant. Lorsque j'ai commencé une surveillance discrète, j'ai découvert qu'elle était en contact avec Brandon depuis 2019. Contacté initialement professionnel. Brandon l'a cultivé comme un atout d'intelligence en utilisant leurs cercles sociaux partagés et ses connexions diplomatiques. L'affaire a commencé il y a environ 18 mois, au moment où j'ai commencé à montrer des signes d'instabilité qui feraient de moi une cible plus attrayante pour un cadre de trahison. Peterson a étudié le visage de Mark, à la recherche de fissures dans la façade sans émotion. Vous laissez votre femme avoir une liaison avec votre gestionnaire pendant 18 mois pendant que vous construisiez des preuves contre eux. Je l'ai encouragé. Le sourire de Mark était plus froid que le vent de l'Arctique. Melissa avait besoin de croire qu'elle manipulait Brandon alors qu'il croyait qu'il la manipulait. Ni l'un ni l'autre ne s'est rendu compte qu'ils dansaient tous les deux à ma chorégraphie. Le général se pencha en arrière sur sa chaise, reconnaissant quelque chose de familier dans l'expression de Mark. C'était l'apparence d'un prédateur qui avait traqué sa proie pendant si longtemps que la chasse était devenue plus importante que la mise à mort. Les preuves financières, les interceptions de communication, toutes fabriquées mais traçables au système de Brandon. Chaque compte bancaire, chaque message chiffré, chaque élément de preuve qu'ils ont présenté contre moi ont été créés en utilisant les codes d'accès de Brandon et l'intelligence de Melissa sur mes habitudes personnelles. Lorsque l'enquête inévitable commencera, chaque fil les ramènera. Et l'opération syrienne qui a mal tourné, l'expression de Mark n'a pas changé, mais quelque chose de mortel a scintillé derrière ses yeux. C'était leur première véritable tentative de m'éliminer. Ils avaient besoin d'une mission qui échouerait de façon spectaculaire avec des victimes qui pourraient être imputées à ma supposée trahison. Le docteur Norachan n'a jamais été un véritable transfuge. Elle était à pas fournie par Brandon à Syria Intelligence en échange de leur coopération dans la mise en place de l'embuscade. Mais vous avez survécu parce que je savais que c'était un piège. Je surveillais leur communication depuis des mois.
Je suis allé à Damas en sachant exactement ce qui se passerait avec les équipes d'extraction déjà en position et des preuves enregistrant tous les aspects de l'opération. Peterson a absorbé cela, en comprenant toute la portée de ce que Mark avait accompli. L'opération Lazarus n'était pas seulement une opération de contre-intelligence. C'était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique à long terme qui avait tourné deux commerçants l'un contre l'autre tout en rassemblant suffisamment de preuves pour démanteler des réseaux entiers d'actifs compromis. Le document de confession que vous avez montré devant le tribunal. Melissa l'a signé hier, pensant que c'était un affidavit soutenant son témoignage contre moi. Elle n'a jamais pris la peine de lire au-delà du premier paragraphe, qui contenait la langue qu'elle attendait. Le reste a été une confession complète de son rôle dans le cadre de moi et de sa connaissance des crimes de Brandon en Afghanistan. Jésus-Christ, Mark, avez-vous une idée du nombre de lois que vous avez enfreintes? Combien de protocoles que vous avez violés? Mark a rencontré le regard du général sans tressaillir. Chacun nécessaire pour piéger un traître qui a volé 50 millions de dollars, assassiné un agent de la CIA et compromis des opérations qui ont fait tuer les actifs américains sur 3 continents. Les crimes de Brandon Dunlap font ressembler les miens à des violations de stationnement. Peterson se leva et se dirigea vers la fenêtre sécurisée, regardant le paysage de Virginie où les officiers du renseignement américain s'étaient entraînés pendant des décennies pour servir leur pays en honneur. Quand il s'est retourné, son expression était sombre mais résolue. Le record officiel montrera que vous travaillez deep cover depuis 7 ans, en retrouvant les matériaux classés. Volé est l'agent responsable de la mort de l'agent Rodriguez. L'opération Lazarus sera classée au-delà du top secret et vos méthodes ne seront jamais remises en question. Et officieusement, je suis terrifié par ce que vous êtes devenu. La voix de Peterson a porté le poids d'une évaluation honnête. Vous avez passé 7 ans à vivre un mensonge, manipulant tout le monde autour de vous, y compris votre propre femme. Ce genre de tromperie change un homme. Le sourire de Mark n'a pas eu de chaleur, pas d'humanité. Bien, parce que cette guerre n'est pas terminée, général. Brandon et Melissa n'étaient que le début. Que voulez-vous dire? Je veux dire que 50 millions de dollars n'ont pas disparu dans l'air. Je veux dire que Brandon Dunlap n'aurait pas pu fonctionner pendant 7 ans sans soutien de l'intérieur de la communauté du renseignement. Et je veux dire que les liens diplomatiques de ma femme ont donné accès aux ressortissants étrangers qui sont toujours actifs et toujours dangereux. Peterson a senti de la glace dans son estomac en réalisant la véritable portée de ce que Mark planifiait. Combien de personnes allez-vous? Tout le monde. Mark a répondu avec la certitude plate d'un homme qui avait déjà décidé du sort de ses ennemis. Tous ceux qui ont trahi leur pays, tous ceux qui ont aidé à le couvrir et à tous ceux qui pensaient pouvoir détruire Mark Callahan et s'éloigner. Alors que Mark se levait pour partir, Peterson a clairement vu ce que 7 ans de tromperie et de trahison avaient créé. Le soldat patriotique qui était entré dans l'opération Lazare avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. Un homme sans rien perdre et les compétences nécessaires pour détruire quiconque se tenait sur son chemin. Le tribunal était terminé, mais la guerre de Mark Callahan venait de commencer. Chapitre 8. Le réseau se déroule. La maison sur de Quantico avait été choisie pour son isolement et sa sécurité. Mais comme Mark Callahan a étudié l'intelligence et répandu sur 3 tables, il ne savait que nulle part ne serait en sécurité pour les personnes sur sa liste. 6 semaines s'étaient écoulées depuis le tribunal, et le démêlage minutieux du réseau de Brandon Dunlap avait révélé une corruption qui a atteint plus profondément la communauté de l'intelligence américaine que quiconque ne l'avait imaginé. Assis en face de Mark, l'agent du compteur du FBI, Phil Webster, ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Les dossiers devant lui contenaient suffisamment de charges de trahison pour combler les prisons fédérales pour la prochaine décennie. Mais l'expression de Webster a suggéré qu'il comprenait que la justice traditionnelle ne serait pas suffisante pour Mark Callahan. Nous avons confirmé 17 actifs compromis par l'intelligence volée, a rapporté Webster, sa voix creux d'épuisement. 12 sont confirmés morts, exécutés par des services de renseignement étrangers. 3 sont portés disparus et présumés morts. 2 ont réussi à s'exprimer et sont en garde à vue. Mark a absorbé ces informations sans émotion visible, mais Webster a attrapé le léger resserrement autour de ses yeux qui suggérait que la fureur volcanique a été maintenue par la discipline de fer. Le sentier financier des 50 millions conduit à des comptes dans 12 pays, a poursuivi Webster. Nous avons identifié des paiements aux ressortissants étrangers, des pots de vin aux responsables américains et un financement pour les opérations contre les intérêts américains en Syrie, en Afghanistan et au Pakistan. Qui d'autre recevait de l'argent? La voix de Mark portait le calme mortel qui avait terrifié les insurgés dans 3 théâtres de guerre.
Webster a glissé une photographie sur la table. Le directeur adjoint du département d'État Laurel Morrow. Elle reçoit des paiements de $100 000 trimestriels au cours des 4 dernières années canalisés par le cabinet de conseil de son mari. Mark a étudié la photo de Laurel Morrow, diplomate de carrière de 55 ans et quelqu'un qui avait assisté à des dîners à son domicile avec Melissa. Elle avait été parfaitement positionnée pour fournir des renseignements sur les initiatives diplomatiques américaines et avait utilisé son amitié avec sa femme pour recueillir des détails opérationnels sur ses propres missions. Où est-elle maintenant? Sous surveillance chez elle chez l'homme. Elle ne sait pas encore que nous sommes encore sur elle. Gardez ainsi. Les instructions de Mark étaient précises. Je veux qu'elle se sente en sécurité jusqu'au moment où elle se rend compte qu'elle ne l'est pas. Webster a hésité avant de glisser la photo suivante à travers la table. Directeur des opérations de la CIA Justin Fox. Nous avons trouvé des communications entre lui et Brandon datant de 6 ans. Il a fourni des renseignements sur les opérations en cours et l'avertissement avancé des enquêtes sur la sécurité. Mark connaissait Fox par réputation, un nommé politique qui avait traversé les liens plutôt que par la compétence. Exactement le genre de bureaucrate qui vendrait des agents sur le terrain pour protéger sa propre position. Le fait que Fox avait les détails opérationnels de Mark signifiait qu'il avait été ciblé à plusieurs reprises au cours des 7 dernières années. Quelqu'un d'autre dans la CIA? Nous enquêtons toujours, mais nous avons identifié des modèles suspects dans les communications d'au moins 4 autres officiers supérieurs. Le réseau était plus grand que nous ne le pensions initialement. Mark se leva et se dirigea vers la fenêtre sécurisée, traitant toute la portée de ce que Brandon avait construit. Ce n'était pas seulement un simple cas de corruption financière. Il s'agissait d'un compromis systématique de l'intelligence américaine qui avait coûté des vies et des capacités opérationnelles sur plusieurs continents. Et Melissa? Demanda Mark sans se retourner. L'inconfort de Webster était audible dans sa voix. Elle a été plus coopérative que prévu. Confession complète, renseignements détaillés sur ses contacts avec des ressortissants étrangers, la divulgation complète des informations diplomatiques qu'elle a fournies à Brandon. Elle essaie de minimiser sa phrase. Le procureur pense qu'elle pourrait avoir 15 ans avec un bon comportement. L'angle d'immunité diplomatique complique les choses et sa coopération est précieuse pour démêler le reste du réseau. Mark se retourna pour affronter Webster et l'agent du FBI se pencha instinctivement en arrière sur sa chaise. Quelque chose de prédateur était entré dans l'expression de Mark, quelque chose qui parlait des décisions prises dans l'obscurité et la justice livrée en dehors des salles d'audience. 15 ans, Mark a répété doucement. Pour une trahison qui a fait tuer les agents américains. Pour avoir trahi son pays et son mariage pour aider un meurtrier à rester libre. Pour avoir participé à une conspiration pour m'appamer des crimes qui m'auraient entraîné une condamnation à mort. Mark, je comprends votre colère, mais le système juridique. Le système juridique. Le rire de Mark était dépourvu d'humour. Phil, savez-vous ce qui est arrivé à la dernière personne qui m'a trahi en Afghanistan? Webster n'a pas répondu, mais les fichiers sur la table ont raconté leur propre histoire. Les opérations de Mark Callahan en Asie centrale avaient été légendaires pour leur taux de réussite et leur manque total de combattants ennemis survivants. Je l'ai enterré vivant dans un système de grottes à l'extérieur de Kandahar. Mark a continué la conversation. Je lui ai pris 3 jours pour mourir. Je suis resté assez proche pour l'entendre crier. La maison serait restée silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de l'équipement de surveillance et de la respiration rapide d'un agent fédéral qui commençait à comprendre qu'il informe un homme qui avait déménagé bien au-delà des remèdes légaux. Le réseau que vous avez identifié, a déclaré Mark, revenant à l'intelligence répandue sur les tables. Ils pensent tous qu'ils sont en sécurité. Ils pensent que la confession de Brandon et la coopération de Melissa signifient que le pire est terminé. Ils pensent qu'ils peuvent faire des négociations vers des phrases de sécurité minimale confortables. Que planifiez-vous, Mark? Je prévois de leur montrer que la trahison de Mark Callahan a des conséquences qui s'étendent bien au-delà des salles d'audience et des peines de prison. Le sourire de Mark était le genre qui avait fait se rendre aux combattants ennemis sans tirer un coup. Je prévois de leur faire comprendre que certains péchés ne peuvent pas être pardonnés, certaines trahisons ne peuvent pas être oubliées et que certaines dettes ne peuvent être payées que dans le sang. Webster se tenait rapidement. Sa main se déplaçant instinctivement vers sa garniture. Je ne peux faire partie de rien d'illégal, Mark. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, vous ne faites partie de rien, Phil. Vous allez déposer vos rapports, procéder à vos arrestations et construire vos cas. Le système juridique obtiendra sa livre de chair.
Et puis l'expression de Mark était l'arctique dans sa froideur. Alors je vais obtenir le mien. Alors que Webster a rassemblé ses dossiers et s'est préparé à partir, Mark a fait un dernier ajout à sa liste mentale. Parce qu'il y avait un nom qui n'était apparu dans aucun des rapports de renseignement. Une personne dont la trahison avait rendu tous les autres possibles. Melissa avait affirmé que sa liaison avec Brandon avait commencé il y a 18 mois, mais la propre surveillance de Mark a suggéré qu'elle avait commencé beaucoup plus tôt. Elle était en contact avec des ressortissants étrangers grâce à son travail diplomatique depuis des années, fournissant des informations qui complétaient le renseignement que Brandon volait. Sa femme n'avait pas seulement trahi leur mariage. Elle travaillait activement contre les intérêts américains depuis avant l'opération en Afghanistan qui avait commencé toute cette chaîne d'événements. Et contrairement aux procureurs fédéraux, Mark Callahan ne croyait pas aux négociations de plaidoyer. Chapitre 9. Justice impitoyable. L'entrepôt abandonné du quartier industriel de Baltimore avait été choisi pour son isolement et son insonorisation, mais aussi pour sa valeur symbolique. C'est ici, 3 ans plus tôt, que Melissa avait dit à Brandon qu'elle l'aimait pour la première fois. C'est ici qu'ils avaient planifié la destruction de Mark tout en célébrant leur victoire imaginaire. Il semblait approprié qu'il serait également ici qu'ils paieraient le prix final pour leur trahison. Mark est arrivé à minuit, son équipement tactique conçu pour l'efficacité plutôt que dans le confort. Au cours des 7 semaines qui ont suivi le tribunal, il avait systématiquement démantelé le réseau qui avait trahi les intelligences américaines. Mais le juge juridique s'était avéré comme inadéquat que ce à quoi il s'y attendait. Brandon Dunlap a été confronté à la prison à vie. Mais ce n'était pas suffisant. Melissa purgerait 15 ans dans une installation de sécurité minimale plus complexe que la prison, et qui était infiniment insuffisante. L'intérieur de l'entrepôt avait été modifié aux fins de Mark. Les chambres insonorisées, l'équipement de surveillance et les fournitures médicales qui maintiendraient ses invités en vie beaucoup plus longtemps qu'ils ne le préfèrent. Mark avait appris beaucoup de choses au cours de ses années en Afghanistan, et certaines leçons ont été mieux enseignées en privé. Brandon était déjà sécurisé dans la chambre centrale, suspendu à des câbles en acier qui soutiendraient son poids tout en permettant un accès complet à chaque fin nerveuse. Son visage était gonflé du processus d'extraction, mais ses yeux tenaient la vigilance désespérée d'un homme qui comprenait complètement sa situation. « Bonjour, Brandon. » La voix de Mark a porté le ton conversationnel des vieux amis qui se réunissent pour le café. « Je pensais qu'il était temps que nous terminions notre conversation en Afghanistan. »« Mark, s'il vous plaît, vous n'avez pas à le faire. »« Je vais déjà en prison pour la prison à vie, » a interrompu Mark, en vérifiant l'équipement de surveillance médicale qui garantira que Brandon est resté conscient tout au long de la procédure. 3 repas par jour, télévision par câble, activités récréatives. Ce n'est pas la justice, Brandon. C'est la retraite avec des voyages restreints. Dans la chambre adjacente, Melissa était suspendue à des contraintes identiques. Son sang-froid diplomatique finalement brisé par la réalité de sa situation. Elle avait été inconsciente pendant le transport, mais la marque de l'eau froide avait utilisée pour la relancer avait apporté une conscience totale de sa situation difficile. « Tu es folle, murmura-t-elle, testant les câbles en acier qui tenaient son poids. Vous ne pouvez pas simplement killer les prisonniers fédéraux. Le FBI le fera. Le FBI pense que vous êtes tous les deux morts, a répondu Mark, ajustant le système audio qui garantirait que chaque prisonnier pouvait entendre les autres. Et les méthodes apprises dans les opérations qui n'existent pas. Callahan avait déménagé bien au-delà de la colère dans quelque chose de beaucoup plus dangereux. Pour mourir en combattant les ennemis de l'Amérique, non pas parce que quelqu'un en qui ils a confiance en lui a vendu pour de l'argent. Mark a activé le premier appareil, une unité de stimulation électrique modifiée qui avait été perfectionnée par des interrogateurs qui ont compris la différence entre la douleur et la souffrance. Les cris de Brandon résonnaient à travers l'entrepôt, s'harmonisant avec la terrification de sobbing de Melissa de la chambre adjacente. Vous avez volé 50 millions de dollars destinés à acheter des intelligences qui sauveraient des vies américaines, Mark a continué sur les convulsions de Brandon. Vous avez assassiné un agent de la CIA pour couvrir votre vol. Vous avez compromis les opérations sur 3 continents, faisant tuer des agents sur le terrain par des ennemis qui savaient qu'ils venaient. Le courant électrique s'est arrêté, laissant Brandon suspendu mollement de ses contraintes. Mark a vérifié ses signes vitaux, a confirmé qu'il était conscient et a augmenté le cadre d'intensité. Mais votre pire crime, Brandon, me rendait complice de la trahison de ma propre femme. Vous l'avez utilisé pour m'espionner, pour recueillir des renseignements sur mes opérations, pour mettre en place le cadre qui m'aurait fait exécuter pour trahison. Elle s'est portée volontaire.
Brandon a crié alors que Mark s'est activé l'appareil à nouveau. Elle est venue vers moi. Elle voulait sortir du mariage. Elle voulait de l'argent. La voix de Mark a traversé les manifestations de Brandon avec une précision chirurgicale. Elle voulait le style de vie que 50 millions de dollars pouvaient acheter. Elle voulait se sentir importante en jouant à des jeux d'espionnage avec de réelles conséquences. Dans la chambre adjacente, Melissa en avait assez entendu comprendre complètement sa situation. Mark, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes en colère, mais cela ne ramènera pas les agents morts. Cela ne changera pas ce que nous avons fait. Non. Mark a accepté, passant aux commandes de sa chambre, mais cela garantira que d'autres traîtres potentiels comprennent les conséquences réelles de la trahison de leur pays. Les cris de Melissa se joignent à Brandon dans une symphonie de justice qui avait été en préparation de 7 ans. Mark avait appris la patience en Afghanistan, avait perfectionné des techniques qui garderaient les sujets conscients et conscients pendant des heures tout en extressant chaque détail de leur trahison. Parlez-moi de Laurel Morrow, Mark a demandé lors d'une brève pause dans la stimulation électrique. Parlez-moi de Justin Fox. Parlez-moi de chaque contact, de chaque paiement, de chaque élément d'intelligence que vous avez vendu. Les confessions sont venues en halètement et en cris. Les détails qui ne verraient jamais de salle d'audience, mais garantiraient que la justice de Mark atteindrait chaque membre du réseau. À l'aube, il avait extrait suffisamment d'informations pour compléter sa compréhension du complot qui avait presque détruit sa vie. Mais la compréhension n'était pas le pardon, et la connaissance n'était pas la miséricorde. Alors que le soleil se levait sur le quartier industriel de Baltimore, Mark Callahan a terminé le travail qu'il avait commencé 7 ans plus tôt dans les montagnes de l'Afghanistan. Brandon Dunlap et Melissa Callahan avaient finalement payé le prix total pour leur trahison. Rejoindre les rangs des ennemis qui avaient appris trop tard que certains hommes ne pardonnent jamais et n'oublient jamais. L'entrepôt est resté silencieux, à l'exception du bourdonnement doux des systèmes de ventilation et du son lointain des traces de Mark alors qu'il se préparait à partir. Il y en avait encore d'autres sur sa liste, d'autres trahisons qui pensaient que la justice juridique était l'étendue de leur punition. Ils apprendraient autrement un par un jusqu'à ce que la dette soit payée en totalité. Mark Callahan est sorti dans la lumière de l'aube, sa guerre finalement terminée, ses ennemis ont finalement fait taire. Derrière lui, l'entrepôt a tenu les restes d'un mariage décédé bien avant la femme qui l'avait trahi. D'après son expérience, la trahison était un cancer qui ne pouvait être guéri que par excision, complet et total. Et Mark Callahan avait toujours été minutieux dans son travail chirurgical. C'est là que notre histoire touche à sa fin.